Alors, la suite de là où on s'était arrêté. Alors, l'idée, je ne vais pas le faire souvent. D'habitude, je le ferai peut-être hors caméra, mais l'idée, c'est qu'il faut toujours faire une petite révision de ce qui a été fait avant, sauf pour celui qui suit les caméras comme ça, à la file, hein, les vidéos à la file. Mais en général, on fait une petite révision de ce qui a été fait avant, pour pouvoir ensuite passer à la suite. Alors, petite révision rapide. Donc, alors je vais le faire en hébreu. Il n'y aura qu'à vous regarder la vidéo d'avant. ארבע השנים הם באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות. Est-ce que je prononce bien? ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. כדברי בית שמאי, alors non, je me suis trompé encore là-bas, ולירקות. באחד בשבט, pardon, באחד, c'est ça. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, ב-15 בו. Et donc, le 15 Shevat pour Beth Hillel. De toute façon, ce sujet-là sur le 15 Shevat, on va l'aborder vraiment tard, on va revenir probablement juste à la partie du début. Alors, je tourne à la page où c'est bien traduit, sinon ça va être compliqué. Alors, la Melachim, les mags, alors, la Melachim, les mags Ilcheta. Pour les rois, pour quelle loi? C'est-à-dire, pour quelle loi est-ce qu'on a fait une date fixe à ce sujet? Hein? Donc, pour les rois, ça veut dire ici, sous-entendu, pour le cas du premier an, du nouvel an des rois. Donc, dans le cadre des nouvel an des rois, la Gemara pose la question, tout simplement, pour quelle loi particulière on a établi de fixer une date, comme le premier Nissan, quel genre de choses ont été fixées à la date du premier Nissan. Petit 11, donc, alors petite précision parce que la Gemara est toujours très concise, hein, si on traduit, il y a écrit seulement comme ça, il y a écrit pour les rois, pour quelle loi? Point. C'est vrai que c'est pas clair. Donc, ceux qui étudient ça depuis des siècles et qui transmettent de génération en génération savent pourquoi, comment clarifier la chose. Et c'est là tout l'intérêt des commentateurs qui sont Rashi ou Tosfot, hein, une page de Gemara. Alors, petit rappel, hein, une page de Gemara, elle est fabriquée. Alors ici, ça tourne à l'envers. Hein, j'ai l'impression que l'image, oui, c'est ça, c'est complètement à l'envers, mais en gros, vous avez toujours sur la page, quand une page de Gemara, il y a ce qu'on appelle la page A et la page B, la face A, la face B, quoi, comme dans des cassettes à l'époque. Vous avez, comment on appelle ça, le milieu du livre. Ici, vous voyez que le livre il est par là, donc la page va venir jusque là. Donc en général, il me semble que Rashi se trouve sur la partie qui va vers la pliure et que Tosfot se trouvera toujours vers la partie à l'extérieur du livre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pages comme ça où c'est inversé. Voilà, par exemple ici, c'est inversé. Rashi sera toujours vers la pliure et Tosfot vers l'extérieur. Alors qui sont Rashi et Tosfot? Rashi, c'est donc ce rabbin qui habitait à Troyes, qui a commenté toute la Torah, il a commenté quasiment toute la Gemara, ou toute la Gemara en fait. Et Tosfot, ce sont d'autres commentateurs plus tardifs. Alors Rashi, c'est, alors je rappelle, hein, la Gemara c'est vers l'an 600, Rashi c'est vers l'an 1000, hein, quelque chose comme ça, 1000, 1100. Et puis Tosfot, c'est pas longtemps après, 1100, 1200, 1300, ce genre de date, parce que Tosfot, en fait, la plupart d'entre eux sont des descendants, alors pas les descendants de Rashi, mais les gendres de Rashi, c'est-à-dire des gens qui ont étudié avec Rashi lui-même, et ce sont les deux grandes références de l'époque juste après le Talmud. Hein. Et puis après, vous en avez d'autres, je ne me rappelle plus. Alors, dans le livre en français ici, ils font une espèce de résumé bien rédigé, facile à lire en français, sans trop se casser la tête, dans le détail des mots, comme c'est fait avec Tosfot et Rashi.
Bon, dans ce livre-là. Alors la Gemara demande, donc quel est le commentaire? Donc effectivement, donc on reprend la Gemara. La Gemara dit la chose suivante et pose une question: pour quelle loi? La Melachim. Pourquoi on a fixé la règle des Melachim? Alors la Gemara demande pourquoi les sages ont institué une date fixe pour tous les rois. Pour chaque roi, une nouvelle année aurait très bien pu commencer à la date anniversaire de son accession au trône. C'est en gros, il pose, ça c'est Rashi donc qui le dit, hein, d'après ce qui est écrit là, il dit qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette question? Qu'est-ce qu'elle dit? Chaque roi, on aurait pu faire en fait une nouvelle année à partir de l'anniversaire de son règne, quand il accède au trône. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, s'il accédait, je sais pas moi, je sais pas, 1er avril par exemple, je ne sais rien, hein, une date. Hein. Donc en hébreu, imaginons le 1er Shevat ou le 1er, je sais pas, le 17, je sais pas, juillet, peu importe, une date de son accession au trône. Alors Gemara, pourquoi est-ce qu'elle a institué une année des rois, un cycle d'années de rois qui commence exclusivement à une date fixe qui est le 1er Nissan? On n'avait qu'à compter les années par rapport au roi, mais en fonction de la date dans laquelle il accède au trône. Et on dit voilà, ça fait 3 ans depuis la date où il a accédé au trône. Non, on compte les années des rois à partir du 1er Nissan, comme je l'ai dit précédemment. Dans le fameux cas où imaginez que le roi prenne ses fonctions le dernier mois de l'année, au début du dernier mois de l'année, quand on va passer 1er Nissan, on va dire il a fait 1 an. Au lieu de dire qu'il a fait qu'1 mois, on dira 1 an de règne. Première année de règne. Ce qui est une traduction plus logique finalement. C'est bon, c'est pas si illogique que ça. On connaît un peu la chose avec, je dirais, ouais, c'est-à-dire que les années ne sont pas comptées ici comme une année révolue, mais plus comme une année par rapport à un passage de cycle. Voilà. Première année du cycle finie, quoi. Son premier cycle est terminé à partir du moment où il a fait que 1 mois, mais qu'il est passé sur la limite, quoi. Le 1er Nissan, c'est considéré comme un cycle. Bon. Alors certains Rishonim, les Rishonim, ce sont des rabbins plus récents, hein, expliquent que la Gemara recherche la conséquence pratique plutôt que la raison de la loi énoncée par la Mishnah. C'est-à-dire qu'ici, on essaie de comprendre la question. Hein. Pour le moment, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que veut la Gemara. Donc, pour Rashi, la Gemara pose une question pour déterminer quel est le but de passer par une date fixe. Et pour des Rishonim, ils disent en fait, la Gemara veut comprendre, par la question, il amène à essayer de comprendre quel intérêt en fait de passer par cette idée de premier du mois. Voilà. Quelle incidence pratique pour nous le fait que la nouvelle année de règne commence? En gros, qu'est-ce que ça va nous apporter en tant qu'utilisateur de ce calendrier des rois dans les cas pratiques? Bon, alors je pense que ça va aller plus loin. Bon, on verra quand on tombera dessus s'il y a besoin vraiment de se poser trop de questions ou si la Gemara répond d'elle-même. Des fois, la Gemara répond d'elle-même à la question. En tout cas, voilà la question qui est posée. On va voir si on comprend la réponse. Alors, pour les rois, pour quelle loi? Rav Chizda dit, Amar Rav Chizda, l'ishtarot, ditnan shitre chov, hamukdamim, pesulin. Alors, en fait, c'est pas facile. Alors, Rav Chizda a dit, en fait, cela est nécessaire pour tout ce qui est document. C'est-à-dire l'ishtarot. Alors, de quel document il s'agit? Pour établir, par exemple, si une reconnaissance de dette est antidatée ou post-datée. Alors, Rashi va expliquer ça plus loin. Donc, c'est Rashi qui précise de quel document il s'agit. On parle des shtarot. Les shtarot, c'est tout ce qui est document par rapport à des relations financières. Hein. Donc, ici, les shtarot, c'est donc problème d'argent. S'il y a un document qui est daté, donc la question est de savoir si est-ce qu'une reconnaissance de dette elle est antidatée ou post-datée. On va voir tout ça après. Car nous avons appris dans l'Uj Mishnah, alors la Gemara va apporter une autre Mishnah, d'Itnan, parce qu'on nous a enseigné quelque part, Shitre Chov Hamukdamin Pesulin, que de façon globale générale, les actes de dette antidatés sont invalides.
tandis que les actes post-datés sont valables. Un acte antidaté est invalide et un acte post-daté est valable. Antidaté, c'est quoi? Il me semble que antidaté, ça veut dire que lorsqu'on a dépassé la date et qu'on a fait c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait le chèque, mais il le fait presque. Imaginez, un type il fait un chèque, mais 1 an après. Et il le met à la date d'il y a 1 an. Bon. Alors, est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? En gros, c'est un petit peu ce sujet dont on parle. Maintenant, on peut faire, est-ce que si je fais un chèque maintenant qui est post-daté? Alors, j'arrive pas à savoir c'est quoi antidaté et post-daté en français, en fait. Du coup, c'est peut-être mieux en hébreu. Alors, ditnan shitrechov hamukdamin pisulin, ce qui a été signé, un chov, donc une reconnaissance de dette, mukdamin, qui sont des documents qui sont de dette qui sont faits en avance, sont invalides. Alors, on va voir. Le petit commentaire, on va lire les commentaires pour nous expliquer précisément qu'est-ce que veut dire exactement cette idée de reconnaissance de dette antidatée ou post-datée. Alors, on parle par exemple d'un prêt. Quelqu'un qui a fait un prêt, et le prêt a été consigné dans un document qui est formel. Donc on signe que, voilà, tel bonhomme, il a fait un prêt à quelqu'un. Et il est signé par 2 témoins. Alors on dit que ce prêt, ça crée une hypothèque sur tous les biens immobiliers de l'emprunteur. Voici qu'un type a fait un prêt qui a été mentionné dans un document et signé par 2 témoins. Eh bien, ça crée une hypothèque, c'est-à-dire si jamais il ne rembourse pas, on va pouvoir venir, par exemple, récupérer les biens à travers les biens de celui qui a emprunté, puisqu'il n'a pas remboursé. Il a créé une sorte d'hypothèque, c'est-à-dire on va pouvoir aller chercher les biens pour rembourser l'argent qu'il n'a pas remboursé à la date qui était prévue. Alors, il nous dit maintenant, voilà la chose suivante. Même dans le cas où par la suite l'emprunteur vend ses biens immobiliers, eh bien l'hypothèque continue à être attachée à ses biens. Alors ça, c'est assez fort. C'est-à-dire, imaginez que, de ce que je comprends, après on va voir si on comprend bien ou pas, ou si je comprends de travers. En gros, imaginez quelqu'un, il a je sais pas moi, un sofa. Il a emprunté, je sais pas, disons 1 000 €, et ce sofa, c'est à peu près le prix qu'il avait coûté, peut-être plus cher, j'en sais rien. En tout cas, il a créé une sorte d'hypothèque sur ce sofa en disant, voilà, si je ne peux pas rembourser à telle date, tu peux récupérer ton argent avec ce sofa. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que même dans le cas où par la suite l'emprunteur vend ses biens immobiliers, imaginons que celui qui a emprunté est obligé de vendre ce sofa, donc il a fait un document dans lequel il disait, voilà, je te rembourserai, et si je ne te rembourse pas, tu peux prendre ce fauteuil, ce sofa, mais voilà qu'entre-temps, il a en réalité vendu ce sofa pour en retirer de l'argent. Eh bien, nous dit l'Agmara, nous dit les commentaires ici, que l'hypothèque continue à être attachée au bien, c'est-à-dire au sofa lui-même. En conséquence, si l'emprunteur est en défaut de remboursement de son prêt, le prêteur peut se prévaloir du document d'emprunt et saisir le bien immobilier des mains de l'acheteur. Ça veut dire qu'il peut aller chez l'acheteur, celui qui a acheté ce sofa, qu'a vendu et qui n'avait pas le droit de vendre en réalité l'emprunteur, ayant déjà en quelque sorte mis en jeu son sofa. Donc le sofa, il y avait déjà en quelque sorte une propriété sur lui, autre que la sienne, qui n'était plus tout à fait la sienne. C'était plus tout à fait son sofa, parce que quand il a emprunté l'argent, il a dit, ce sofa t'appartient en quelque sorte. Tant que je ne t'ai pas remboursé, ce sofa n'est plus le mien. Mais qu'est-ce que va faire le tendu d'emprunteur? Quand il a vu qu'il n'avait plus d'argent, il a revendu le sofa sans prévenir celui qui avait signé un document sur ce sofa. C'est comme s'il avait vendu 2 fois, en quelque sorte. On peut imaginer que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'emprunteur a signé un papier en mettant son sofa en hypothèque, puis il a vendu ce sofa parce qu'il n'a pas pu rembourser de l'argent, et il l'a vendu pour d'autres raisons. Ça veut dire qu'il l'a vendu 2 fois en quelque sorte. C'est comme si la première fois, lorsqu'il a emprunté l'argent, ayant mis son sofa en jeu, c'est comme s'il l'avait déjà vendu.
Et il n'avait pas le droit de le revendre. Bon, eh ben, celui qui avait une hypothèque sur ce sofa a le droit, grâce au document qui a été signé, de dire non, 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 non. Le sofa qui a été donné ailleurs, il m'appartient. Et il peut faire prévaloir son droit devant l'acheteur qui, au fond, celui qui l'a acheté, là, c'est lui qui s'est fait malheureusement arnaquer. Mais du point de vue, en tout cas, de la Torah, étant donné qu'il possède un document sur lequel il avait un bien sur lui, il avait une propriété sur lui, par le biais de l'hypothèque, alors il peut aller réclamer ce bien particulier. Ce n'est pas simplement une question d'argent qu'il lui doit. Toutefois, hein, le prêteur n'a le droit de saisir des mains de l'acheteur que les biens immobiliers vendus après l'emprunt. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le prêteur? Le prêteur ne pourra saisir des mains de l'acheteur, de celui dont il a acheté malencontreusement, je te dirais, les biens immobiliers vendus après l'emprunt. Donc, c'est-à-dire par exemple ce sofa qui a été acheté par celui-là, il peut saisir cet acheteur uniquement si le bien immobilier a été vendu après que l'emprunt soit fait. Car aucune hypothèque n'existe sur les biens qui auraient été vendus avant l'emprunt. J'arrive pas à comprendre, 2 secondes, il faut que je me réveille, il faut que je me remette à réfléchir. Je répète, le prêteur n'a le droit de saisir des mains de l'acheteur que des biens immobiliers qui sont vendus après l'emprunt. C'est compris? Donc ce prêteur, avec des mots plus simples, n'a le droit de saisir des mains de l'acheteur que les biens immobiliers vendus après l'emprunt. Ça paraît logique en fait, c'est tout bête. Donc en gros, oui, c'est ça. Il ne peut récupérer de l'acheteur que si le bien avait été vendu une fois que l'emprunt a été fait. C'est-à-dire en fait, oui, mais j'ai pas compris en fait ce qu'il veut dire. C'est évident. D'accord. C'est-à-dire que l'emprunteur a fait une hypothèque comme ça, il a signé un papier, et au moment où il a signé ce papier, quand il a fait son emprunt pour avoir de l'argent, il avait encore ce sofa à la maison. Et c'est seulement après qu'il l'a vendu. Donc effectivement, je peux récupérer mon bien, l'emprunteur, celui qui a prêté pourra récupérer ce bien, ce sofa, à celui qui l'a acheté, si celui-ci a été fait après l'emprunt. Il a acheté après que l'emprunt a été fait. Or, dans le cas d'un acte de prêt qui serait antidaté, voilà le problème de l'antidatage maintenant. Voici maintenant que l'acte de prêt, quand il lui a donné, il lui a prêté de l'argent, il l'a fait avec un acte qui était antidaté. Alors, regarde ce qui se passe. Dans le cas d'un acte de prêt qui serait signé avant la date de l'emprunt, le prêteur pourrait s'en servir pour saisir de manière illicite les biens immobiliers vendus avant la date réelle de l'emprunt. Un type, il a emprunté de l'argent, par exemple, le 1er janvier. D'accord? Mais quand ils vont faire quand ils vont dater la chose, entre-temps, lui, avant l'emprunteur, il avait vendu déjà son fauteuil, par exemple. Hein, il avait vendu son sofa. Et au 1er janvier, il n'avait plus le sofa. Mais quand il va faire l'emprunt, il va lui dire, écoute, je te mets l'emprunt à une date qui va être celle du 1er décembre, d'un mois avant. Alors qu'il emprunte l'argent au 1er janvier. Donc elle est antidatée. Ce n'est pas la vraie date. Il lui met une date avant. Or, au 1er décembre, il avait encore le sofa. Oui, mais l'emprunt a été fait le 1er janvier, pas le 1er décembre. Et lorsqu'il a vendu son sofa, il l'a vendu entre le 1er décembre et le 1er janvier, le mois d'avant. Bien que le document soit antidaté pour pouvoir récupérer une hypothèque sur... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une hypothèque sur quelque chose qui a déjà été vendu. Le prêteur n'a plus ce sofa à la maison et il a signé un papier antidaté. Maintenant, comme il est antidaté à cause de la date telle qu'elle est présentée dans le document, celui qui a prêté et qui veut récupérer son argent à une certaine date, il dit, bon, maintenant je vais récupérer ce sofa.
il pourrait aller voir l'acheteur et dire, voilà, toi, tu dois me rendre le chauffeur parce que regarde, j'ai un document qui prouve qu'il m'avait vendu, à qui j'ai prêté de l'argent et il t'a vendu au mauvais moment. Alors qu'en réalité, c'est antidaté. Alors on te dit, si on peut prouver que c'est antidaté, c'est illicite. Il n'y a pas le droit. Ça y est, ça appartient à quelqu'un d'autre. Sinon, tu peux faire ce que tu veux avec tous les biens. Imaginez quelqu'un, un magasin, qui aurait 200, je sais pas, fauteuils à vendre, et puis après, il emprunte de l'argent sur la base de tout ce qu'il aurait, machin, il antidate, alors qu'il a déjà vendu toute sa marchandise. Après, celui qui vient, il dit, voilà, il ne m'a pas remboursé, je peux récupérer. C'est évidemment une source d'arnaque terrible, et c'est pour ça que, si jamais c'est antidaté, c'est illicite complètement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas récupérer l'argent par le biais d'un bien hypothéqué à partir d'une date qui aurait été antidatée. Donc le prêteur pourrait s'en servir pour saisir de manière illicite les biens immobiliers vendus avant la date réelle de l'emprunt, mais après la date indiquée sur le document. Bien, l'acheteur pourrait alors, par ignorance, céder son bien en supposant que le prêteur a un droit de rétention qui est valable sur celui-ci. Donc il pourrait croire, effectivement, celui qui avait acheté le sofa, il dit, bon ben voilà, il a un document, ça date du 1er décembre, théoriquement, je suis obligé, d'après la loi, de lui donner. Eh bien non. S'il lui donne, il donne par erreur. C'est pourquoi il dit que si jamais un document se révèle être antidaté, il est systématiquement invalidé par les sages. Et il ne pourra même pas être utilisé pour saisir des biens vendus après la date réelle de l'emprunt. C'est-à-dire que ça va plus loin, parce que si maintenant ce papier a été antidaté, et on peut prouver qu'il est antidaté, imaginez maintenant, ça va plus loin, hein, ce qu'il dit ici dans Rashi, puisque c'est Rashi qui le rapporte, à chaque fois c'est noté qui rapporte quoi, il dit, en tout cas dans cette version-là, on va voir, donc il est invalidé à deux niveaux. Il est invalidé si la personne entre le 1er décembre par exemple et le 1er janvier aura vendu son sofa, mais imaginons maintenant qu'il est antidaté au 1er décembre, il fait l'emprunt le 1er janvier, et il vend son fauteuil, son sofa, il le vend le 15 janvier, donc après la date de l'emprunt. Eh bien, il te dit, quand bien même, il est antidaté, il a été antidaté au 1er décembre, alors que l'emprunt a été fait au 1er janvier. Eh bien, malgré tout, même si l'acheteur l'aura acheté vers le 15 janvier, eh bien, même dans ce cas-là, le fait qu'il soit antidaté invalide la possibilité pour un emprunteur, pour le prêteur d'aller récupérer ce sofa chez celui qui l'avait acheté. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair, mais il faut suivre. C'est pas évident à réécouter la vidéo, à revenir en arrière plusieurs fois, jusqu'à ce que ça rentre. Un travail à faire, c'est un petit peu ce que je viens de faire, rien qu'en lisant le commentaire. Bon, le commentaire, en fait, fait un petit résumé de probablement ce qui sera expliqué dans la suite. Mais un petit exercice, quand on a du mal à suivre ces trucs-là, il faut reprendre vraiment étape par étape. Je vais donner un exemple assez simple à comprendre. Il faut jouer entre se mettre à la place du prêteur, de l'emprunteur, bien comprendre ce que c'est que l'hypothèque dans ce cas-là, enfin reprendre vraiment chaque étape et essayer à voix haute, un petit peu comme ce que je fais devant ma caméra, mais de répéter véritablement ces étapes pour être sûr qu'on a bien compris. Il ne s'agit pas simplement de lire et de comprendre, il s'agit de maîtriser l'idée qui est ici. Il faut maîtriser l'idée. Pour maîtriser l'idée, le meilleur moyen de savoir qu'on maîtrise une idée, c'est être capable de répéter un raisonnement avec ces étapes-là. Alors, quitte à prendre des notes pour ceux qui en ont besoin, quitte à relire sur le livre original, mais essayez de bien comprendre. Alors, on est déjà un petit peu au-delà, en réalité, de ce que la Gemara propose dans le début ici, parce que ici, ce résumé, je pense que ça va être vraiment le sujet qui va être dans la suite développé dans le détail pour arriver à ces conclusions. Je pense que ici, Rashi nous donne en fait la conclusion de ce qui va être dit. On va relire. Donc je répète, donc pour les rois, pour quelle loi? L'année des rois, mais pour quelle loi? Rav Rizda nous dit, c'est en ce qui concerne les documents, et il nous apporte une preuve, parce qu'on nous a enseigné quelque part, dans une Mishnah ailleurs, que les actes de dette antidatés sont invalides, tandis que les actes post-datés sont valables.
Donc on vient d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un acte antidaté, on a expliqué pourquoi c'est invalide, et c'est invalide que ce soit... c'est-à-dire que ça veut dire invalide pourquoi? Invalide pour que le prêteur puisse récupérer son bien, d'accord? Donc c'est invalide pour que le prêteur puisse récupérer son bien, parce qu'il a été antidaté. Il aurait été valide s'il avait été daté à la bonne date, et il aurait pu récupérer son bien, bien que le bien ait été vendu par l'emprunteur. Il aurait pu récupérer son bien à l'acheteur, quand bien même l'acheteur l'avait acheté véritablement pour la somme qu'il a donnée à l'emprunteur. Eh bien, il pourrait récupérer ce bien, mais si jamais ça a été antidaté, il ne peut pas le récupérer. Par contre, les actes post-datés, c'est valable. Alors, post-daté, qu'est-ce que ça implique et que ça nous dit que c'est valable ici? Alors, on va voir maintenant le commentaire qui va faire donc un petit résumé aussi ici. C'est déjà plus court, je le vois de là. Alors, un document post-daté, qu'est-ce que c'est? Ici, une bonne définition, c'est un document sur lequel est indiqué une date postérieure à la date réelle du prêt. D'accord? Le prêt a été fait par exemple le 1er janvier, mais au lieu d'écrire 1er décembre, il a écrit 1er février par exemple. Donc post-daté, la date postérieure. Hein, antérieure c'est avant, postérieure c'est après. J'espère que je ne me trompe pas. Ne pas confondre avec d'autres postérieurs, mais il ne faut pas en parler. Alors, un tel document est pénalisant pour le prêteur, en fait. Si celui qui prête, qu'est-ce qui se passe pour le prêteur? Pourquoi c'est pénalisant? Pourquoi c'est pénalisant pour le prêteur? Parce qu'il ne pourra pas s'en servir pour saisir certains biens sur lesquels il a un droit de rétention légitime. Imaginons donc, il y a une histoire, il a une hypothèque, le sofa, et voilà que l'emprunteur les a vendus. Mais il les a vendus quand? Il les a vendus entre la date réelle de l'emprunt, par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, entre le 1er janvier et le 1er février. Sur la date du prêt, on a écrit une date postérieure, une date qui vient après, c'est-à-dire une date qui va être, par exemple, le 1er février. Et voilà que le prêteur, d'accord, en fait, il s'est mis une épine dans le pied. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'emprunteur décide de vendre son sofa, pareil, entre le 1er janvier et le 1er février. Donc, il le vend après le moment où il a fait son emprunt. Il a emprunté 1000 € de cette personne, et voilà qu'il revend, et il a mis son sofa en hypothèque, il a donné comme gage son sofa, quoi, dans un document écrit, signé. Mais il a été signé post-daté au 1er février. Ça veut dire que c'est comme si l'emprunt, au lieu d'avoir été fait le 1er janvier, il a été fait le 1er février. Mais en réalité, il a été fait le 1er janvier. Eh bien, ça pénalise le prêteur. Pourquoi? Parce que le document reste valable, ce qui implique quoi? C'est que si l'emprunteur vend son sofa le 15 janvier, par exemple, donc avant la date qui est écrite sur le document, mais après le moment réel de l'emprunt, eh bien l'emprunteur, le prêteur ne pourra pas récupérer ce bien. Il a le droit, théoriquement, d'aller réclamer chez celui qui l'a acheté, de dire, voilà, non, attends, Coco, l'emprunteur, celui qui m'a emprunté l'argent, il m'a donné ce que tu as acheté comme gage. Théoriquement, il n'avait pas le droit de te le donner. Il n'avait pas le droit de te le vendre. J'ai le document qui le prouve. Mais puisque dans le document, il y a écrit le 1er février au lieu d'être écrit le 1er janvier, eh bien, le document reste valable et il ne pourra pas l'utiliser pour récupérer Alors, on va voir si j'ai 2 minutes. Donc, un tel document est pénalisant pour le prêteur car il ne pourra plus s'en servir pour saisir certains biens sur lesquels il a un droit de rétention légitime, à savoir le bien qui aurait été vendu donc entre le 1er février et le 1er par l'emprunteur entre la date réelle de l'emprunt et la date indiquée sur l'acte de prêt. Donc, ce document ne peut être utilisé pour tromper qui que ce soit et son seul effet est de pénaliser le prêteur. En acceptant un tel acte, le prêteur renonce à son droit en fait de saisie de certains biens, ce qui est parfaitement légal. Le document est donc considéré comme valable malgré son inexactitude. Voilà. Alors, regardez ce qu'il dit plus tard. Le Réma, dans le prochain Mishpat, donc ce sont des noms de livres sur la halakha, dit qu'en réalité, malgré tout, quand bien même on pourrait le faire, on ne doit pas rédiger de tels documents inexacts, parce que c'est pas exact, hein. L'emprunt s'est fait le 1er janvier, pas le 1er février,
Donc on ne doit pas rédiger ce genre de document parce que ça ressemble à un faux. Ce qui peut entraîner après des complications légales. Parce qu'à partir du moment où tu dis que c'est pas la bonne date, ça n'a été pas fait au bon moment, ça peut donner comme c'est une impression de fausseté, ça crée des trucs. Alors on va terminer sur ce petit morceau qu'on vient de faire à peine aujourd'hui, avec la suite dans le commentaire et non pas dans la Gemara elle-même. Alors comme les documents, alors je répète rapidement, donc Rav Rizda dit que cela est nécessaire en ce qui concerne les documents, parce qu'on a appris dans une Mishnah que les actes de dette antidatés sont invalides, tandis que les actes post-datés sont valables. Maintenant, on sait de quoi on parle. Comme les documents sont habituellement datés en utilisant l'année de règne du monarque, il est nécessaire d'avoir une méthode standard de définition de l'année afin de déterminer si un document est antidaté ou post-daté. Donc, voilà, on date les choses en fonction des années de règne. Donc, il faut une méthode une méthode particulière pour dater les choses, tout simplement. Donc, il faut une méthode standard. Alors, pourquoi il ne prend pas sur l'année des rois? J'ai pris l'exemple du 1er janvier, ça marchait très bien. Alors, pourquoi ils ont pris l'année des rois en particulier pour faire ça? Bon, on va dire, comme j'ai dit au tout début dans la Mishnah, tout ce qui est légal, on a créé tout simplement une règle, et on en revient au commentaire tout à l'heure, une règle pratique sur laquelle on va se fier pour tout ce qui va être légal. Donc, quand on fait un document, on se met d'accord en fait sur un système qui permet de dire, voilà, on est tous d'accord que ce système, c'est celui-là qui marche. En tout cas, dans le monde, on va dire, des documents de biens et ce genre de choses-là. Et ce système, c'est celui qui passe par l'année des rois. Alors, un petit commentaire qui est assez long, hein. Est-ce que je le lis? Je ne sais pas si je le lis ou pas. Il me paraît long. Pour essayer de déterminer un petit... Alors on va voir, on va faire un petit commentaire, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Alors, bon, celui qui arrive à comprendre du premier coup, tant mieux, sinon c'est pas grave, et puis moi aussi. Alors, si les années du règne des différents monarques ne commençaient pas toutes à la même date, les années relatives à chaque roi, changeant la date d'anniversaire de son accession au trône, il pourrait s'avérer impossible de déterminer si un document est antidaté ou post-daté. Par exemple, ah oui, c'est un problème, effectivement. Si les années de règne des différents monarques ne commençaient pas toutes à la même date. Les années relatives à chaque roi, changeant la date anniversaire de son accession au trône, il pourrait s'avérer impossible de déterminer si un document est antidaté post-daté. Considérons par exemple un acte de prêt qui arrive devant le tribunal et stipulant qu'une personne a emprunté de l'argent à quelqu'un d'autre au mois de Kislev, de la 3e année du roi. Toutefois, les témoins ayant signé le document attestent qu'ils n'ont pas vu le transfert d'argent se faire à cette date. L'emprunteur leur a seulement demandé de signer un document déclarant qu'il devait une certaine somme d'argent au prêteur. Quant au fait qu'il soit permis de signer un document sans avoir les témoins de transfert d'argent, voire agir, etc. Bon, c'est un autre problème. Bon, le commentaire est long, et on sort un peu du sujet, en fait. Voilà. Alors, est-ce que je continue ou pas? Alors, on va faire une petite introduction, parce qu'il n'y a pas besoin de commentaires derrière. Donc, on va voir si on comprend. Alors, Tanu Rabbanan, on va illustrer cette règle de la Mishnah, comme quoi le premier Nissan marque le début de l'année pour les rois. Alors en fait, on vient de finir le premier sujet, à savoir qu'on a expliqué en fait d'où vient ce système. Ce système a donc été rédigé en conclusion, première petite conclusion, que ce système a été créé dans le cadre des lois qui règlent en gros les relations de transfert d'argent, de biens, d'obligations, d'argent que tu dois pour X, Y. Bon. Les sages ont enseigné dans une braïta. Alors, Tanu Rabbanan. Melech she'amad be'isrim betishrim be'adar kevan she'igia echad benisan aleta lo shana ve'im lo amad ela be'echad benisan en monin lo shana ad she'igia nisan acher. Alors, je vais introduire cette braïta, une braïta. On va expliquer ce que c'est une braïta, on la fera pour la prochaine. Une braïta, ce sont des Mishnah qui ne sont pas compilés avec l'ensemble des Mishnah. Il faut savoir qu'il y a 2 lots de Mishnah. La Mishnah, je répète, ce sont les rabbins qui ont compilé en fait des textes de loi qui ont été rédigés ou qui ont été transmis oralement entre moins 200 plus 200 environ.
Maintenant, elles ont été compilées pour donner en fait la structure même de la Gemara plus tard. Comme je l'ai dit, la Gemara c'est le commentaire de la Mishnah. Et donc toutes les Mishnayot ont été compilées et chacune ont été véritablement rangées chacun à sa place. Une Braïta c'est un petit peu différent. C'est une Mishnah, mais qui n'a pas été compilée avec le reste. C'est-à-dire que des gens connaissent certaines Mishnah, qu'ils ont récupéré certaines Mishnah, et donc ce sont des paroles de sages connus de leur temps, mais elles n'ont pas été compilées avec l'ensemble de ce qui avait été compilé au départ. Donc c'est un petit peu comme, pour faire une comparaison, c'est un petit peu comme, en gros, une version officielle et puis quelques versions officielles, mais qui, comme elles n'ont pas été compilées par les maîtres de la Mishnah au tout début, donc, elles sont là, elles sont présentes, on les connaît, donc elles peuvent servir d'argument, mais elles auront un argument qui ont un poids un peu moins important que la Mishnah elle-même. Donc ce sont des Mishnah avec un poids légèrement inférieur. Donc elles permettent en général d'illustrer ou de prouver que la Mishnah donne une loi bien précise, mais en général elles posent souvent les problèmes parce qu'elles peuvent dire des choses contraires à ce que disent la Mishnah, la version officielle en quelque sorte. C'est des versions qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'officieuses, mais qui sont rédigées par les mêmes. Mais en fait, on n'a pas l'auteur de qui a rédigé ces braïtas, souvent on n'a pas forcément l'auteur. Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs, c'est pas sûr, mais je parle de mon ignorance, mais en gros, en général, elles sont un peu à part. Voilà. Mais on les utilise partout, c'est-à-dire qu'on les rapporte à peu près partout, parce qu'elles voilà, elles sont pas dans le corpus d'origine des Mishnah. Elles ont été posées un petit peu comme si vous aviez quelqu'un qui avait fait un livre, qui a reçu le lot de toutes les Mishnah et les a mis en ordre. Une fois qu'ils les a mis en ordre, on lui a apporté une espèce de feuillet avec pas mal d'autres Mishnah. Et comme tout était déjà rangé, on ne pouvait pas les intégrer. Et donc la Gemara, en fait, va se servir de cette sorte de porte-document qui contenait les autres Mishnah, qu'on a appelé sa Braïta, pour compléter l'explication de la Mishnah qui a été rangée et classifiée dans le... C'est pour ça que je parlais d'officiel, d'officieux. Voilà. Alors on va finir pour aujourd'hui et à la prochaine.